Vous faites bien de nous préférer pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici le sommaire. Le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, Centrapac, s'insurge contre la volonté du gouvernement de recruter un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. Les détails sont assurés dans cette édition. À suivre aussi dans ce journal l'essentiel de la conférence de presse des membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. C'était ce jeudi dans un hôtel de Cotonou. Et en interactualité, le Premier ministre français Édouard Philippe se prononce sur le revers du Parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May. À nouveau, bonjour. Le 26 mai dernier, le ministre des Infrastructures portuaires a lancé un avis d'appel d'offres public pour le recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. Une situation qui n'est pas du goût des travailleurs de cette structure. Et c'est dans cet ordre d'idée que le Centrapac et autres syndicats sont montés au créneau pour crier leur ras-le-bol. Le reportage est donc signé de Laurent Roland-Toninkes. Il s'oppose au recrutement d'un mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou. Le syndicat des travailleurs du port autonome de Cotonou, Centrapac, soutenu par les autres syndicats de la plateforme portuaire et aéroportuaire, n'entend pas se laisser faire. Tour à tour, les autres secrétaires généraux ont délivré leur message de soutien au Centrapac. Je nous invite au courage. La lutte, elle sera rude, noble, mais nous allons gagner. Ça ne se passera pas au port, ça ne se passera pas au CNCB. Ça ne se passera pas à la Cobenam ni à la Sobemap. Quelle que soit la position que nous occupons, camarades travailleurs, levons-nous comme un seul homme pour barrer la voie à ce gouvernement. Ce qui s'est déjà passé ailleurs, nous avons vu, nous avons mesuré les conséquences. Allons-nous laisser, allons-nous nous endormir pour que notre tour arrive? Au cours de cette assemblée générale, un fait singulier s'est produit. Les responsables syndicaux ont décidé de prier pour, disent-ils, conjurer le mauvais sort et implorer Dieu afin qu'il touche le président de la République. Au nom de Jésus, je ne crois que la paix règne dans ce pays. Au nom de Jésus, n'abandonne pas tes enfants, n'abandonne pas tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Ensuite interviendra la lecture de leur motion qui expose clairement leur désapprobation face à la volonté du gouvernement de recruter un mandataire pour la gestion du port de Cotonou. Nous appelons le peuple béninois et les travailleurs de tous ordres à se lever pour refuser la privatisation du port de Cotonou. En tout état de cause, les travailleurs de la plateforme portuaire tiennent responsable le gouvernement et le ministre de tutelle des déconvenus qu'engendrerait leur opposition à retirer purement et simplement cet avis d'appel public à candidature. En cas de non-satisfaction de ces exigences, le collectif des syndicats de la plateforme portuaire, aéroportuaire et l'ensemble des syndicats sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports se réservent le droit d'utiliser tous autres moyens légaux de lutte pouvant lui permettre d'obtenir gain de cause. Ils entendent sensibiliser tous les autres syndicats du pays afin de procéder à la paralysie générale de toute activité si le gouvernement ne renonçait pas à ce projet. Plus fort l'unité chaque jour à la tâche pour la postérité construisée sans relâche. Dans un tout autre volet maintenant, les membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP ont tenu dans la soirée de ce jeudi 8 juin 2017 une conférence de presse dans un hôtel de Cotonou. L'objectif de cette séance est de faire le point des activités menées par le bureau exécutif depuis son installation. Suivez ici les précisions du directeur général de cette instance avec Aristide Setti. Nous avons voulu faire, compte tenu depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas arrêté de travailler parce que il y a la loi 2014-14 du 9 juillet 2014 qui régit tout le secteur des communications électroniques et de la poste. Mais il s'agit d'une loi de 2014
Et les opérateurs mobiles et certains fournisseurs d'accès Internet étaient opérationnels bien avant cette loi. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre en conformité les anciens textes par rapport à cette nouvelle loi. Et on s'est attelé à le faire, mais pas seul, bien sûr. C'est sous le leadership du ministère représentant le gouvernement. Et je peux dire même que le gouvernement tout entier était impliqué afin d'accélérer donc le processus. Et chemin faisant, vous avez certainement entendu parler du Code du numérique en cours d'examen à l'Assemblée, qui doit faire la refonte de beaucoup de lois et décrets. Nous avons eu à contribuer donc à la préparation de ces documents-là et en parallèle, en prévision même de l'adoption de cette loi, nous avons commencé par faire la mise en conformité de certains documents clés du secteur. En particulier, je peux citer par exemple les conventions et les cahiers des charges des opérateurs. Parce qu'on veut tirer leçon du passé et faire en sorte qu'une fois que le code est approuvé et promulgué, on peut prendre des actes d'application donc de ce code. Également, on s'est penché sur ce qui fait l'objet de l'exaspération des consommateurs. Bon, maintenant, une page de l'histoire du Bénin. Le colonel Janvier Assogba est passé de vie à trépas dans la nuit du dimanche au lundi. Il était le dernier des survivants du trio d'officiers ayant peaufiné le coup d'État du 26 octobre 1972. Lequel putsch a vu l'avènement de Mathieu Kérékou au pouvoir. Remontons au parcours de Janvier Assogba avec un historien. Il est maître de conférences des universités de Kames et enseignant à l'université d'Abo-Mekalavi. Un homme qui est né à Ouida vers 1939 et qui est entré très tôt dans l'armée. Dès 1967, ces jeunes officiers ont pris le pouvoir et ils ont formé ce que nous appelions, ce qu'on appelait le gouvernement des jeunes cadres de l'armée. Dans ce gouvernement fait en 1967, Janvier Assogba était ministre de la fonction publique. Et il est resté jusqu'à ce que, en 1968, n'ayant pas réussi à faire élire un civil à la tête du Dahomey, eh bien, l'armée a appelé le docteur Émile Derlin Zinsou et lui a confié le pouvoir pour 5 ans. Le président Zinsou a été renversé, toujours par les militaires, en 1969. Nous voilà confiés aux 3 anciens leaders du Dahomey, Akwiti Ahomadegbe et Maga, dans le conseil présidentiel. Les militaires, pour une fois encore, ont pris le pouvoir le 26 octobre 1972. Et Janvier Assogba précise dans certaines interviews qu'il a données que lui était une cheville ouvrière de ce coup d'État du 26 octobre 1972 et que les 2 autres officiers dont on cite souvent les noms là n'ont fait que se joindre à lui, mais qu'il était la tête pensante de ce coup d'État et que même Mathieu Kérékou, qui était, dit-il, l'un des meilleurs parmi eux, eh bien, n'a rejoint le groupe à la fin des préparations. Le gouvernement militaire révolutionnaire est mis en place avec Mathieu Kérékou comme président de la République. Janvier Assogba retrouve son ancien portefeuille du ministère de la fonction publique. Entre-temps, Thomas Lahami, qui était ministre des Finances, démissionne et sort du gouvernement et on lui confie le ministère des Finances. C'est là, au ministère des Finances, qu'il se rend compte qu'il y avait un gros dossier connu sous le nom de Affaire Kovacs. Il est profondément déçu parce qu'il était persuadé que Kérékou était un homme absolument incorruptible. Et il se fâche. Et ajouter à cela l'option du marxisme-léninisme à Gokho le 30 novembre 1974, eh bien, Janvier Assogba décide de mettre fin à l'expérience. Et donc, en janvier 1975, il part de Ouida, il vient à Cotonou, prêt à en découdre avec le régime. Il s'arrête devant le collège Opierre et c'est là qu'il est mis aux arrêts et qu'il va en prison
et il y restera pendant plusieurs années. C'était un grand patriote qu'il rêvait de voir le Dahomey se ranger parmi les grandes nations africaines et pourquoi pas extra-africaines. On va continuer de faire de l'histoire, mais cette fois-ci loin de l'université d'Abomey-Calavi. Je vous invite maintenant à suivre la vie, des commentaires et des témoignages de certains citoyens béninois qui ont connu Janvier Assogba. Aujourd'hui, il y a la formation qu'il faut revoir au niveau des forces de sécurité et des forces armées de notre pays. Parce que si je me rappelle bien, moi je suis un enfant révolutionnaire, entre-temps, aujourd'hui, les militaires ont des salaires qui n'est pas mal. Entre-temps, les gens n'ont pas les salaires des militaires d'aujourd'hui, mais pourtant, ils étaient intègres, ils étaient dignes et la partie leur était très chère. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Où au niveau de l'armée, on entend la corruption, on entend du vol et aujourd'hui, des gens décident de quitter l'armée pour aller faire du vol et le banditisme, ça n'honore pas le corps militaire. Avant, si dans les autres secteurs, on n'avait pas de valeurs, c'est dans l'armée qu'on retrouvait ces valeurs-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin, monsieur le journaliste, parce que ça ne va pas du tout. Et avec les militaires aujourd'hui, on voit que bon, avec le salaire misérable là, ça fait qu'aujourd'hui les militaires ont tendance de regarder encore de l'autre côté pour trouver encore mieux. Parce que si nous prenons le corps en quelque sorte là, il y a aussi, parmi les militaires, il y a aussi des braqueurs qui sont dedans. C'est ce que le gouvernement oublie. Il y a aussi des braqueurs qui ont intégré le corps militaire. Et ceux-là, ils sont toujours dans la nuit avec les voleurs. Partout, il y a braquage, c'est eux qui sont les premiers. Maintenant, si aujourd'hui, on arrête certains militaires, que ce soit à Porto-Novo ou même quelque part à Tropocodi, et on dit que les militaires sont en train de braquer. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la misère, c'est la misère. Et dès que vous êtes recruté et vous êtes formé dans l'armée, et qu'on vous a formé pour, en tout cas pour que vous travaillez au service de la nation, pour donner à manger à votre famille, et que du jour au lendemain, on vous lâche pour appliquer ce que vous avez appris dans la formation. Il n'y a que dans la population si vous êtes affamé. Vous savez, ce qui est pitoyable, on aurait souhaité que ces gens-là, ces militaires qui braquent ceux qui vendent notre sou, là, ils comprendront qu'en réalité, c'est parce que le peuple a faim que ceux qui sont formés pour défendre le pays, voilà, sont en train de les braquer. Ce qui est pitoyable, on braque les pauvres citoyens. Dans l'armée aussi, ceux qui sont fonctionnaires dans l'armée, c'est toujours la misère. Les gens ne sont pas bien payés. Et on ne sont pas à l'aise, hormis ceux qui trouvent des commissions pour aller à l'extérieur. À l'instant, des citoyens béninois qui témoignent sur l'implication de certaines forces de l'ordre dans des cas de braquage. Ce journal se poursuit. Du 8 au 9 juin 2017 se tient au Palais des Congrès de Cotonou un atelier national sur le dividende démographique au Bénin. Organisé par le gouvernement, cet atelier a pour thème tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. C'est un reportage de Carole Olaye et de Damien Pedro. Réaliser le dividende démographique en vue d'un réel développement du Bénin, c'est ce à quoi vont s'atteler 2 jours durant les participants à cet atelier qui a pour thème tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Cette rencontre d'échange sur les questions des populations et développement a bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers et va permettre de discuter des enjeux démographiques qui impactent le développement du Bénin et d'explorer des pistes d'intervention pouvant permettre de bénéficier du dividende démographique. Chaque personne compte. Et le Bénin, à l'instar des autres pays du continent, s'est engagé à travers la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Des initiatives hardies ont été prises pour une meilleure connaissance du profil du dividende démographique au Bénin. À cet égard, il me plaît de saluer personnellement la performance du Bénin qui a su, en si peu de temps, obtenir déjà des résultats probants sur son profil pays.
Les politiques en matière de développement social, politique économique, doivent reconnaître l'importance des jeunes, particulièrement en termes de promotion du progrès social et de maximisation des performances économiques. L'explosion démographique de la jeunesse peut être une chance extraordinaire pour la transformation économique et sociale. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Mais elle peut aussi être une source d'instabilité si on n'arrive pas à valoriser ce potentiel par l'élaboration de politiques pertinentes qui permettent justement de saisir cette opportunité du dividende démographique. Au cours de ces assises, les participants auront à faire des propositions concrètes afin de venir à bout des problèmes auxquels font face au quotidien la population béninoise en général et celle jeune en particulier. Restons toujours à 24 heures plus tôt, ce jeudi 7 juin bien évidemment, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des océans. Le thème retenu cette année, c'est bien sûr nos océans, notre avenir. Fin de citation. La célébration coïncide cette année avec la conférence internationale qui se tient à New York du 5 au 9 juin. Le directeur général de l'environnement et le point focal de la Convention d'Abidjan sont revenus sur l'importance de l'assainissement des côtes béninoises pour une conservation et l'exploitation durable de nos océans. Le réchauffement de la température de l'eau, l'acidification de la mer, la surpêche, la pollution marine sont entre autres les contraintes que subissent les océans. Il est donc capital de les protéger aux fins d'un développement durable, d'où la célébration au plan mondial de la journée des océans tous les 8 juin. Au Bénin, le personnel du ministère du Cadre de vie a commémoré cette journée par une campagne de salubrité à la plage couplée avec la mise en terre des plants de cocotiers et de filao. La problématique de la gestion des océans constitue une question essentielle de notre temps. En effet, les océans disposent de divers et variés écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés. Il urge alors de renforcer les actions de sauvegarde en vue d'une gestion durable de ces océans. Pour réduire ces effets, il faudra l'implication des populations dans la lutte contre le dépôt des déchets toxiques au bord des plages, nous dira le directeur général de l'environnement. Le thème déjà nous dit notre océan, notre avenir. Ces espèces halieutiques qui se retrouvent au sein de nos océans ont besoin des oligo-éléments pour leur croissance. Mais malheureusement, du fait des changements climatiques, il y a une élévation actuellement de la température. Dans le milieu acide, les métaux lourds se retrouvent très labiles et très mobiles dans notre océan. Ce qui fait que ces espèces de l'océan, pour leur croissance, dans leur recherche des oligo-éléments, vont prendre facilement les métaux lourds parce qu'ils n'ont pas de système de sélection. Et donc ces métaux lourds que nous avons déposés du fait du dépôt des déchets donc, sur nos plages, qui vont se retrouver donc, dans l'océan, vont plus tard se retrouver dans l'organisme de ces espèces et vont atterrir sur nos tables. Donc ne pas prendre soin de notre océan, c'est limiter notre durée de vie déjà sur cette terre. Dans la même optique, le porte-parole du représentant résident du PNUD Bénin rappelle l'importance de la sauvegarde des océans au plan mondial. Le but de cette célébration consiste à nous rappeler l'importance des océans dans la vie quotidienne. Et ça nous permet également de développer un mouvement mondial et local au Bénin en faveur des océans et de notre océan Atlantique ici. Il nous rappelle également de nous mobiliser et d'unir les populations du monde et du Bénin en particulier sur un projet de gestion durable des océans de notre planète. C'est dire que nous devons garantir avant tout la durabilité du milieu océanique au Bénin, sauver l'avenir des ressources maritimes en raison des rôles des océans en général et de l'océan Atlantique en particulier dans la survie des espèces animales comme végétales. Les océans jouent un rôle crucial dans l'économie des pays. Ainsi, l'état de santé de ces vastes espaces marins conditionne toutes les activités de développement en raison de leur fonction dans le système climatique.
En interactualité maintenant, nous sommes en France pour justement parler de la Grande-Bretagne. Vous le comprendrez dans la suite de cet élément. Invité sur la chaîne française Europe 1, ce vendredi, le Premier ministre français Édouard Philippe se prononce sur le verdict des urnes à l'issue des législatives anticipées en Grande-Bretagne. Les Britanniques se sont exprimés, ils ont voté, ils ont donné une majorité au Parti conservateur. Mais cette majorité relative, ce qui constitue à bien des égards une forme de surprise, quel que soit le gouvernement qui sort des urnes, ce sera un interlocuteur légitime du gouvernement français. Je ne suis pas sûr qu'il faille lire les résultats de ce scrutin comme remettant en cause en quoi que ce soit la position exprimée souverainement par les Britanniques sur le Brexit. Restons toujours en Grande-Bretagne, cette fois-ci en images. C'est un échec personnel pour Theresa May, la première ministre britannique qui avait convoqué ces élections législatives anticipées et qui pensait obtenir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne. Les conservateurs sont en tête du scrutin mais ont perdu une douzaine, de sièges, tandis que l'opposition travailliste en a gagné une petite trentaine, selon les résultats quasi définitifs au terme desquels les Tories ne peuvent plus obtenir la majorité absolue. Le taux de participation s'élève à 68,72% et c'est bien sûr le plus élevé pour des élections législatives depuis 1997. L'actualité s'en va finir, mais pas avant cette escale à Chypre. À Chypre, bien évidemment, là veut apporter sa pierre à la paix. Paphos, c'est bien sûr une cité balnéaire au sud de Chypre et cette ville est cette année, bien évidemment, la capitale européenne de la culture. J'y arrive. À travers des installations et des ateliers parsemés dans la ville chypriote, turcs et grecs cherchent à se réconcilier à travers l'art alors que l'île est divisée depuis l'invasion turque de 1974, menant à sa partition. Reportage. Ce jardin public de Paphos, au sud de Chypre, est parsemé de mosaïques en broderie traditionnelle. Ces femmes les ont nouées autour de galets ramassés de part et d'autre de la zone tampon qui divise l'île. Despina est chypriote grec et Ferra, chypriote turc. Toute notre culture nous rapproche les uns aux autres. Aujourd'hui, je suis ici et je suis très heureuse. Et j'ai rencontré mon amie qui est aussi très heureuse d'être avec moi. Paphos est cette année capitale européenne de la culture. Et la ville est parsemée d'installations. Beaucoup sont inspirés par le conflit qui divise Chypre depuis 1974, quand les troupes turques ont envahi le nord de l'île, menant à sa partition. Cet atelier d'art-thérapie rassemble des Chypriotes venus de tout le pays pour exprimer le traumatisme de la guerre. Selma fait partie des dizaines de milliers de Chypriotes turcs qui ont fui vers le nord il y a 43 ans. Je pense que ce soldat, quelle que soit sa langue, turc, grec, allemand, français ou ce que vous voulez, il se sent très triste et peut-être très coupable et très seul au monde. Mais j'ai dessiné ce soleil et ces oiseaux tout autour dans le ciel. Non loin, ces visiteurs sont venus voir l'exposition « Voyage risqué ». Lorsqu'un sculpteur chypriote grec a dû fuir son atelier de Famagouste, au nord-est, pour rejoindre le sud, ses œuvres ont été trouvées par un autre sculpteur, chypriote turc, qui les a préservées. Aujourd'hui, les travaux des deux artistes sont exposés ensemble. Il est évident que nous pouvons probablement vivre ensemble et que rien ne divise les peuples sur l'île. Ce qui divise l'île, c'est certainement la politique qui nous dépasse complètement. Les fragiles négociations de paix sous l'égide de l'ONU sont toujours en cours pour réunifier l'île. Mais toutes les tentatives de pourparlers ont jusqu'à présent échoué. Les initiatives bicommunautaires, elles, se poursuivent, parfois en musique. Et c'est sur cette belle chorégraphie chypriote que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV. Prenez du plaisir à suivre nos programmes.